Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série consacré à l'actualité crypto. Cette semaine, deux informations importantes ont impacté l'univers des crypto-monnaies. L'accusation de BitMEX et l'utilisation des coupons en crypto-monnaie pour le financement de groupes terroristes à l'étranger. Pour décrypter ces deux actualités, je suis accompagné de l'avocat William O'Rourke du cabinet Orwell, spécialisé dans l'économie numérique. William, merci d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais revenir avec toi dans un premier temps sur cette affaire BitMEX, la plateforme de trading sur marge bien connue des amateurs de trading crypto. Quelles sont les accusations qui pèsent sur elle? Aujourd'hui, en fait, il y a 2 accusations qui sont portées sur BitMEX, qui sont intéressantes. Il y en a une qui est assez classique, c'est, la CFTC et le régulateur américain leur reprochent de ne pas avoir mis en place des mesures de lutte contre le blanchiment. C'est-à-dire, non seulement l'identification du client, mais également, en fait, la lutte contre le blanchiment, si on doit expliquer, en une phrase ce que c'est que vous devez surveiller ce que font vos clients. Donc, qui ils sont, d'où viennent les fonds qui sont injectés dans votre service. Et vous devez également être en mesure, en fait, s'il y a des comportements qui sont à risque en termes de blanchiment, vous devez pouvoir alerter les régulateurs. Donc, c'est beaucoup plus large, en fait, qu'une simple identification des clients. Et cette réglementation, elle est contraignante, elle pèse sur certains acteurs très précis, en fait. Il y en a en France, par exemple, en Europe, il y en a une trentaine ou une quarantaine. Et parmi ces acteurs, vous avez notamment les personnes qui font de l'achat-vente de Bitcoin ou qui font en fait de la transmission de crypto avec du fiat pour le compte de tiers, quoi. Ça, c'est un des critères. Et un autre critère, c'est si vous avez une activité financière. Et BitMEX, en fait, ils étaient un peu dans les deux, parce qu'en droit américain, même s'il n'y a pas de fiat, vous rentrez dans la réglementation LCBFT. Et ils faisaient également une activité financière, qui est l'autre charge, qui moi je trouve très intéressante, c'est que BitMEX en fait faisait des produits dérivés sur cryptoactifs, donc des contrats financiers. Et ça, c'est une catégorie qui est extrêmement large, parce qu'en fait, un contrat financier, ça peut porter sur tout et n'importe quoi. Ça peut porter sur évidemment des instruments financiers, ça peut porter sur des données météorologiques. Il y a des contrats financiers sur est-ce qu'il va pleuvoir ou pas dans un mois. Et ça peut porter donc sur des crypto-monnaies. Et quand vous exercez cette activité, c'est-à-dire quand vous proposez des contrats financiers à des particuliers ou même à des professionnels, vous devez être enregistré, vous devez mettre en place des mesures de lutte contre le blanchiment, etc., etc. Et cetera. Et BitMEX le faisait absolument pas. Et donc, il a été poursuivi sur ces deux fondements. Et pourquoi ça tombe maintenant? Je pense qu'il y a il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que jusqu'à maintenant, enfin, on voit bien que la crypto, c'est un secteur qui se démocratise rapidement, mais qui a des phases, en fait. Pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'absolument marginal. Et en fait, quand vous faites quelque chose d'illicite et que ça n'intéresse personne, vous ne vous faites pas poursuivre par la police, quoi. Ensuite, là, on arrive dans une phase, et c'est pour ça que l'affaire BitMEX, pour moi, elle est importante. Je dis pas qu'il y aura un avant, un après, mais on voit quand même que c'est une affaire qui est, pour moi, quand même importante. C'est que le régulateur commence, d'une part, à offrir des réglementations aux acteurs aux acteurs crypto qui veulent être régulés. On voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une institutionnalisation qui est croissante des acteurs comme Coinbase, Kraken, qui allaient chercher une licence bancaire au Wyoming, etc. C'est un peu les bons acteurs du point de vue de la réglementation. En France, vous avez le statut PSAN, par exemple, qui va d'ailleurs bientôt être étendu. Vous avez un projet de réglementation européenne qui va également arriver dans pas trop longtemps, enfin d'ici un an, 2 ans, peut-être dans ces eaux-là. Et la contrepartie à cette réglementation, c'est que le régulateur part à la chasse des acteurs qui sont non régulés. Et après, il le fait pas sur n'importe quels acteurs. BitMEX, c'est quand même un très gros acteur. Il y avait des montants en jeu qui étaient importants. Il y avait une clientèle américaine qui était importante. Et le régulateur, il a priori vu, on va dire, les déclarations et vu la manière dont ça a été fait, c'est une grosse affaire. Et c'est comme ça que le régulateur fonctionne. Il va pas aller chercher tout le monde. Il va sélectionner des cibles et il va en faire des exemples. Et voilà, c'est souvent soit les plus pourris, entre guillemets, soit les plus gros. Et là, en l'occurrence, il a tapé un gros, quoi. Est-ce un bon signe que les régulateurs viennent s'attaquer à ce genre de plateforme? S'ils veulent protéger les consommateurs, c'est que le Bitcoin commence à intéresser monsieur et madame tout le monde? Bah, ça dépend, oui, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que, en fait, la démocratisation, enfin, n'ira pas sans réglementation. Parce que vis-à-vis, si vous voulez,
enfin, moi, la plupart de mes clients et la plupart, je pense, des gens qui écoutent ce podcast également, sont des gens qui sont dans la crypto, comme on le dit souvent. C'est des gens qui s'y connaissent souvent d'ailleurs, etc. Mais si vous voulez, pour le reste de la société, c'est évident que vous ne pouvez pas laisser un secteur crypto totalement non régulé. En tout cas, les activités qui entraînent des risques pour soit les clients, ce qui est le cas des produits dérivés, parce que vous pouvez perdre beaucoup d'argent, soit qui ont des risques de blanchiment. On l'a vu récemment, il y a eu une affaire en France de financement du terrorisme qui a impliqué, alors je ne dis pas qu'ils sont responsables, mais qui a impliqué deux acteurs, notamment de l'écosystème français. Ça, on voit bien que c'est un problème qui est politique. Donc oui, c'est le signe d'une démocratisation. Après, c'est pas forcément non plus le côté, on va dire, le revers de la médaille. C'est que voilà, c'est que le régulateur, quand il régule, il fait mal sur les projets, en tout cas qui sont pas régulés, quoi, ou qui respectent pas la réglementation, et que la réglementation, elle est pas parfaite non plus. Voilà, moi je dis pas que voilà, je dis pas que la réglementation est parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, quoi. Donc quand on a une réglementation qui n'est pas parfaite et qu'on a un régulateur qui commence à taper, c'est vrai que ça peut rendre la situation un peu compliquée, quoi. Là, je parle vraiment au droit américain parce qu'ils ont des régulateurs qui sont agressifs, ils ont des problèmes qui sont pas à la même échelle qu'en France, hein. En France, je vois pas le régulateur faire ça. Enfin, je vois pas. Le régulateur français, il est beaucoup moins agressif. Il a un territoire qui est plus petit. Il y a moins de gens concernés aussi en France, etc., quoi. Justement, petite parenthèse sur le financement du terrorisme par les cartes Bitcoin, que risquent les entreprises françaises concernées? Aujourd'hui, elle risque, à mon avis, très peu de choses. Parce que déjà, je précise que on n'en sait pas, on a très peu d'informations. Donc tout ce que je vais dire est au conditionnel, etc. Je pense qu'elle risque juridiquement assez peu de choses. Parce que même s'il y a une réglementation LCBFT, donc c'est-à-dire lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui s'applique à ce genre d'acteurs depuis 2016 en France, en fait, entre la promulgation du texte en 2016 et la loi Pacte, c'était un espèce de bout de texte qui avait été mis là, personne ne savait l'utiliser, etc. En gros, il n'y avait pas de décret d'application, etc. Et je vois mal un régulateur financier aller attaquer un acteur français avec une base juridique qui est quand même un peu, pour moi, qui est un peu fragile. Sachant que le délai pour s'enregistrer en tant que PSAN, il est fixé à la fin à la fin de l'année, au mois de décembre 2020. Et par contre, l'année prochaine, à partir de janvier, en gros, là, ce sera plus du tout le même risque, parce que là, les acteurs, dont ces deux acteurs français, devront être enregistrés. Et en fait, quand vous êtes enregistré, voilà, vous êtes à portée du régulateur. Il sait toute votre société, il sait ce que vous êtes censé faire et donc ce que vous êtes censé ne pas faire, etc. Et là, pour sanctionner, c'est beaucoup plus simple pour lui, quoi. Donc je pense qu'ils risquent pas grand-chose parce qu'ils sont vraiment voilà, ils sont en gros, ils sont vers la fin de la période où c'était encore un peu tolérant. À partir du mois de janvier, ça va changer. Après, je ne sais pas comment va se passer leur procédure d'enregistrement, quoi. Parce qu'à mon avis, les régulateurs vont regarder d'assez près leur procédure, quoi. Mais bon, ça c'est normal, hein, c'est la réputation après, quoi. Ce fameux PSAN, toutes les entreprises du secteur cherchent à l'avoir. Est-ce que tu peux nous rappeler son utilité? Bah, le PSAN, c'est une réglementation qui vise donc à enregistrer des acteurs qui soit achètent ou vendent de la crypto, permettent à leurs clients d'acheter ou vendre de la crypto contre de l'euro, enfin contre de la monnaie fiat, ou les acteurs qui assurent la conservation des cryptos pour le compte de leurs clients. En gros, c'est les custodians et les comptoirs de change ou les plateformes en ligne qui permettent d'acheter et vendre de la crypto. Ces acteurs-là, aujourd'hui, le PSAN, on va dire, 90% du PSAN, c'est on vérifie que vous mettiez en place ces fameuses mesures de lutte contre le blanchiment. Et il y a une petite partie aussi sur, on contrôle qui sont les dirigeants, qui sont les actionnaires, est-ce qu'ils ont un casier judiciaire vierge, des compétences minimales, etc. En fait, c'est vraiment une première étape de la réglementation. C'est le minimum syndical pour un régulateur. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, le régulateur va augmenter son niveau d'exigence. Je ne dis pas qu'il va le faire tout de suite, hein, mais il va probablement le faire petit à petit pour que la crypto, enfin les activités crypto financières rejoignent le niveau des activités financières, quoi. Enfin, ça, c'est ma vision en gros à 5-10 ans, quoi. Et vous qui êtes spécialiste de ce domaine au cabinet Orwell, avez-vous beaucoup de demandes dans ce sens? Alors, on a eu notamment donc Stackinsat, qui est un service d'investissement récurrent en Bitcoin, qui a eu le PSAN il y a une semaine.
qui donc est maintenant sur, voilà, son nom est public sur le site de l'AMF. On a d'autres demandes en cours. Il y en a un certain nombre. Après, le marché français est pas non plus, il y a pas 100 dossiers en France, hein. Je crois qu'au total, il y a une vingtaine de dossiers, on va dire, PSAN en cours devant l'AMF. Et oui, par contre, c'est sûr que vu que la deadline est fixée à la fin de l'année, là, ça se bouscule un peu, hein. Pour revenir sur BitMEX, qui attaque concrètement la plateforme? Il me semble qu'il y a deux entités différentes, non? Oui, alors pour BitMEX, vous avez, en fait, vu c'est le régulateur, il dépend du régime juridique. Donc BitMEX, vous avez une infraction aux produits dérivés et une infraction à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment. Donc pour les produits dérivés, en fait, ça dépend du sous-jacent aux États-Unis. Là, en l'occurrence, c'était de la crypto-monnaie, donc c'est considéré comme une commodities. Alors c'est un terme qui est pas facile à traduire en français, mais en gros, c'est l'équivalent d'une matière première ou d'autre chose qu'un instrument financier, quoi. Une forme de bien meuble, quoi. Et le régulateur sur les commodities, c'est la CFTC. J'ai plus le terme exact mais c'est Commission for Trade and Commodities, je crois, quelque chose comme ça. Et donc lui, il est allé chercher BitMEX pour l'infraction sur les produits dérivés. Et sur la partie lutte contre le blanchiment, il y a un régulateur qui s'appelle la FinCEN qui est en charge de mettre les guidelines. Mais là, en fait, ils ont directement passé au volet pénal. Parce qu'en fait, quand vous faites des violations, d'ailleurs de toutes les réglementations financières, vous avez une sanction administrative. Vous pouvez avoir une sanction civile. Donc la sanction administrative, là, vu qu'ils ne sont pas régulés, c'est impossible. La sanction civile, c'est on vous demande des dommages et intérêts. Et la sanction pénale, c'est quand il y a une infraction pénale. Et là, en l'occurrence, les poursuites sont sur le fondement pénal en matière de lutte contre le blanchiment. Donc c'est le Department of Justice, c'est-à-dire le ministère, enfin l'équivalent du procureur de la République en fait en France, qui est parti dans les poursuites. C'est pour ça que si vous lisez le communiqué de presse du Department of Justice, que je vous invite à lire parce qu'il est honnêtement il est assez exceptionnel, vous avez des citations de la personne du FBI qui était en charge de l'enquête. C'est-à-dire que concrètement, BitMEX aujourd'hui, ils ont un régulateur financier et le FBI qui sont sur eux, quoi. Ok, je suis utilisateur français. Quelles répercussions pour moi? Est-ce que je peux être embêté par le régulateur américain ou est-ce que mon portefeuille sur BitMEX est en danger? Alors, est-ce que vous pouvez être embêté par le régulateur américain? Honnêtement, non. Si vous êtes un utilisateur normal, entre guillemets, si vous n'êtes pas un énorme fonds ou un professionnel ou quelqu'un qui a des montants énormes, vous risquez pas grand-chose parce que cette réglementation et cette logique-là, elle vise à vraiment taper sur les intermédiaires. Le but, je pense, c'est que il faut protéger les citoyens américains. Je parle dans la tête des régulateurs et du FBI. Donc pour ça, il faut faire fermer le service ou il faut le mettre en conformité. Mais là, à mon avis, on part plutôt vers une fermeture. Et le but n'est pas d'aller chercher les clients aux quatre coins du monde parce qu'en plus, il n'y aura pas grand-chose à leur reprocher, quoi. Le blanchiment, il pèse sur la plateforme, il pèse pas sur l'utilisateur. Et la fourniture du produit dérivé, elle pèse sur la plateforme, elle pèse pas dans les mains de l'utilisateur. Par contre, pour vos comptes, enfin sur les fonds qui sont sur BitMEX, je sais pas s'il y a des risques. En tout cas, je pense que le régulateur américain, la seule chose qu'il pourrait faire éventuellement, je suis pas expert en droit américain, donc là je vous dis, hein, c'est une idée, on va dire, plus qu'une certitude. Il pourrait éventuellement, si les choses s'enveniment, il pourrait éventuellement saisir des fonds. Mais honnêtement, je pense que c'est pas un risque hyper urgent. Je pense que le risque le pire là, c'est que les fondateurs et l'équipe de BitMEX ayant peur, il y ait une désorganisation ou une fuite qui entraîne soit un blocage des fonds, soit un blocage du service, ce genre de choses. Voilà. Après, c'est des supputations. Arthur, le créateur de BitMEX, n'a pas l'air très coopératif sur Twitter avec cette démarche. On l'a notamment vu publier récemment l'affiche du film Attrape-moi si tu peux. Ah, mais il peut. Après, en face, c'est le FBI, c'est-à-dire enfin, ils ont pas attendu la crypto pour aller choper des types à bout du monde, quoi. Mais après, ça se trouve, il s'en sortira, j'en sais rien, hein. Vous pouvez aller dans une juridiction qui extrate pas. Mais honnêtement, moi, je serais eux. Je pense que s'ils font pas n'importe quoi, ce qui pourrait être d'ailleurs assez amusant à regarder, mais je pense que ça peut se finir par un plaidé coupable avec une grosse amende, genre de plusieurs dizaines de millions de dollars ou plusieurs, même centaines de millions de dollars. Parce que la justice américaine est faite qu'on peut négocier, on est fortement incité à négocier avec les procureurs pour, en gros, simplifier la procédure et plaider coupable. Après, honnêtement, là, enfin, moi, de mon point de vue d'avocat, je suis quand même pas serein pour eux, quoi. Plus globalement, quel impact sur l'univers crypto peut avoir cette accusation? Est-ce que d'autres plateformes comme Binance FTX pourraient être impactées par la suite? Bah, clairement, c'est un signal. Moi, je le vois comme un signal faible, même s'il n'est pas si faible que ça, mais
c'est un signal faible, c'est une nouvelle étape vers, on va dire, l'institutionnalisation de la crypto, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crypto, jusqu'à maintenant, c'est pas, évidemment, il n'y a pas de, c'est pas on-off entre deux, c'est pas du jour au lendemain. Mais la crypto, elle a eu la chance, ou en tout cas, par son caractère totalement nouveau et inclassable, elle s'est développée un peu en marge des réglementations. Ce qui a permis à des services comme BitMEX ou d'autres plateformes d'échange d'exercer sans être vraiment régulés, etc. Cette période, pour moi, elle est en train de se refermer. On est en train de passer d'un nouveau chapitre qui est qu'aujourd'hui, vous allez avoir un secteur régulé qui va être de plus en plus régulé. Après, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que voilà, faut s'adapter à la réglementation, faut doser. C'est pas la peine enfin, on peut exercer une activité rentable et un service efficace tout en étant régulé. Hein, c'est pas incompatible. Mais de plus en plus, il y aura une partie peut-être dark, un peu comme le darknet, avec toujours des systèmes très pair à pair, très non custodial, ultra sécurisés, qui seront hors réglementation, mais voilà, avec la contrepartie qui seront absolument pas démocratisés, quoi. Mais la partie démocratisée de la crypto, elle va vers plus de réglementation. Et le fait que le FBI et un régulateur américain fassent tomber une plateforme qui quand même avait pignon sur rue, qui était utilisée par pas mal de monde dans la crypto, c'est un symbole, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, là, on parle pas juste d'une plateforme complètement ghetto ou une plateforme du darknet, etc. Quand on parle d'un truc qui quand même était costaud, quoi. Donc c'est pour ça, moi je le vois comme un signal que, voilà, comme je l'ai dit, il y a une réglementation qui se met en place. Ça, c'est entre guillemets l'offre de réglementation. Et la contrepartie de cette offre, c'est que les régulateurs, ils vont faire 2-3 exemples chez les acteurs qui ne sont pas régulés ou qui ne veulent pas se réguler. Et voilà, il faut le comprendre comme ça, quoi, je pense. Et pour les échanges décentralisés, ça peut être une menace désormais pour leurs créateurs et leurs utilisateurs? Bah oui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, et là ça rejoint donc l'article du Coin Center qui dit qu'en gros les échanges décentralisés n'existent pas. Après c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais il y a beaucoup de projets décentralisés qui en fait ont une personne morale derrière elle. Il y a une équipe qui développe le produit et qui en tire un profit. Et ça, en fait, ça suffit pour appliquer la réglementation. Donc après, c'est toujours la même chose, c'est que la DeFi aujourd'hui, c'est encore tout petit, c'est sous les radars. Le jour, je dis ça, il y a quand même Uniswap qui fait des chiffres hallucinants, mais le jour où ça va commencer à concerner plus de gens, où ça va sortir du petit milieu très spécifique de la crypto, moi je suis quasiment sûr qu'il y a des projets dits DeFi qui vont se faire contrôler, réguler et sanctionner, quoi. Parce qu'ils exercent une activité soit sur le fondement de la lutte contre le blanchiment, soit parce qu'ils exercent des activités qui sont liées à des contrats financiers, quoi. Donc voilà. Et je trouve que BitMEX, même si BitMEX c'est très centralisé, donc c'est pas comparable avec la DeFi, mais voilà, les régulateurs ils y vont, quoi. Et en plus ils commencent à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc voilà, c'était un peu le sens de mes remarques, c'était attention, euh, intégrer dans vos roadmaps ce scénario-là pour pas vous retrouver un jour dos au mur avec un régulateur qui toque à la porte et vous serez obligé de mettre la clé sous la porte, du coup. Un dernier mot sur la fiscalité, j'ai pu voir que le fisc du Royaume-Uni demandait à Coinbase de lui communiquer l'intégralité des utilisateurs ayant acheté plus de 5000 livres de crypto entre 2017 et 2019. C'était prévisible? Extrêmement prévisible, c'est-à-dire que l'administration a un droit de communication auprès de la plupart des services, et notamment ceux qui font de la lutte contre le blanchiment, parce que la lutte contre le blanchiment, en fait, à 90%, c'est fiscal, hein. Et donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui... Et je pense que la France va pas tarder à le faire, honnêtement. Enfin, j'ai pas de date, hein, je ne sais pas quand ça arrivera, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, quoi. Merci beaucoup William d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce premier hors-série vous aura plu. Si vous souhaitez être informé sur la suite de ces histoires, n'hésitez pas à follow les réseaux sociaux de Cryptost et surtout de rester branché sur notre site cryptost.fr.